Ce dimanche en F1, le meilleur format du monde est entaché par une course riche en action et en dépassement. Les pilotes de la catégorie reine du sport auto sont perturbés à l'idée de ne pas rouler en dehors des limites de piste et Ferrari réalise une course solide avec un excellent rythme sur les longs relais, une stratégie optimale et une bonne réaction face à la voiture de sécurité virtuelle du jamais vu. En Formule 1, donc il y a un début à tout. Mais les plus fins observateurs ne pourront s'empêcher de constater que Charles Leclerc n'a en rien les qualités requises d'un quintuple vainqueur de Grand Prix qui en veut plus. Oh, loin de moi l'idée de nier son talent précieux, rare, étincelant et éblouissant, mais sa capacité à attirer la malchance comme celui d'une pédale d'accélération qui se bloque à 20% à quelques tours de la fin, ça n'a rien de nouveau et c'est assez incompatible avec l'insolente réussite des plus grands. J'ai quelques amis qui sont dans un groupe de partage, les fans de Charles Leclerc anonymes, et ils me disaient qu'entendre Leclerc annoncer un ennui mécanique à la radio alors qu'il est en tête de la course, ça leur fait plus rien, c'est devenu la norme. Mais Charles Leclerc aura eu de la réussite malgré tout, car à l'exception des virages 3 et 4, ce tracé de Spielberg est un circuit où on lâche très peu l'accélérateur. Binotto disait à la radio de Leclerc qu'il avait piloté comme un champion, mais pour Ferrari, et lui, ça n'a que très peu d'importance. On rappelle que la Scuderia voulait avant tout avoir une saison compétitive, et en détenant un potentiel doublé à 15 tours de la fin, le principal était déjà fait, la victoire c'était que du bonus pour Leclerc, afin qu'il arrête enfin de tirer la gueule en interne. How important was that win for Charles in terms of the championship? Was certainly important, not for the championship itself, but I think for his moral, his mood and Si votre serviteur sera ravi que le directeur de course Niels Wittich considère que les limites de piste sont indiquées par une ligne blanche de chaque côté de la piste, les commissaires ont relevé un total de 43 infractions aux limites de piste en course avec Vettel, Zhou, Gasly et Norris qui les ont dépassées plus de 3 fois et qui ont été pénalisés de 5 secondes en conséquence. À l'amorce du Grand Prix Lego, au Castellet et de ses 72 millions de configurations, les pilotes défendent que de leur point de vue, les limites de piste sont assez difficiles à voir, et ils préféreraient être punis directement par du gravier ou de l'herbe que d'apprendre à la radio qu'ils sont sortis de la piste. Bordel, qu'est-ce que je les aime ces pilotes. Norris, quant à lui, défend que c'est un peu stupide de sanctionner quand, comme lui, une de ses sorties de piste est due à une erreur de pilotage où il a perdu beaucoup plus de temps qu'il n'en a gagné. Mais rassurez-vous, j'ai quand même de quoi râler afin de rester fidèle à mon image de vieil aigri, parce que le virage 4 a fait des victimes avec 2 incidents, un entre Russell percutant Perez, le dépassant à l'extérieur, et l'autre entre Gasly et Vettel, ce dernier le passant aussi à l'extérieur. Russell et Gasly ont chacun été pénalisés de 5 secondes et de 2 points sur leur permis, parce que prendre l'extérieur en virage 4, ça peut très mal finir, mais au moins la direction de course reste logique en sanctionnant Russell, qui aurait dû laisser passer Perez plus facilement et ralentir un peu plus pour pas le toucher. Alors je sais, qui suis-je sinon un fan de F1 qui parle pendant ces quelques heures de temps libre, mais c'est un gros nom de ma part. Seuls les imbéciles ne changent pas d'avis, et je suis un énorme imbécile, donc je continue de défendre mon proverbe, qui passe par l'extérieur risque de se la prendre dans le postérieur. Je défends qu'un pilote ne fait rien de mal en restant sur ce qu'on considère être la trajectoire de course, et que ce qui rend les dépassements par l'extérieur si insolents, c'est de passer devant en prenant un virage beaucoup plus long que son concurrent, mais en parvenant quand même à lui passer devant. Mais depuis quelques années, la FIA a décidé qu'on était obligé de laisser de la place à un concurrent, ce qui réglementairement favorise les plus audacieux en obligeant les concurrents qui défendent à céder leur position et enlève toute la beauté et la puissance d'un dépassement à l'extérieur. Alors évidemment, je dis pas qu'on peut pousser tout le monde dehors, c'est même pas du tout mon propos, parce que déjà Alonso serait pas du tout d'accord. Je dis juste qu'il faut pas forcer quelqu'un à fermer la trajectoire en plein milieu ou sortie de virage, mais juste faire comprendre dès le début que tu vas prendre la position et si t'y arrives pas, l'autre n'a pas à te céder la place et c'est à toi de te débrouiller parce que tu t'es mis dans le caca tout seul. On a aussi Sebastian Vettel qui a été puni pour avoir quitté le briefing des pilotes en étant peu courtois, et si on en croit ce qu'en disent les autres, personne n'est très content des roulements à la direction de course qui laissent certaines questions du Grand Prix précédent en suspens parce que les responsables des décisions ne sont pas présents. Et aussi parce qu'apparemment toujours le même Alonso continue de se plaindre de sa pénalité au Canada où il s'est mis à zigzaguer quand Bottas était littéralement juste derrière lui en plein milieu d'une ligne droite. Et pour ma dernière crotte de nez aux pingouins de la FIA, Perez et Bottas ont enfreint la limitation de vitesse dans les stands lors des essais et ils ont été punis de 300 € et 1000 € respectivement.
Aussi, en sortant de la piste trop souvent, en course, Zhou Guanyu, Lando Norris, Sébastien Vettel et Pierre Gasly ont eu 5 secondes de pénalité et 1 point sur leur permis. Je rappelle que ce permis a pour fonction de disqualifier un pilote d'un Grand Prix s'il atteint les 12 points, afin de rappeler à ce pilote que la Formule 1 c'est un sport dangereux et qu'on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi en piste. Donc ce week-end, si par exemple Sébastien Vettel, quadruple champion du monde de Formule 1, avait eu 11 points sur son permis, eh bien il aurait été disqualifié du prochain Grand Prix pour être sorti de la piste trop de fois. Sergio Pérez et Valtteri Bottas, quant à eux, ont eu de ridicules amendes pour avoir roulé trop vite dans une zone où des centaines de personnes circulent et où le moindre incident peut se transformer en drame sanglant. Vive la sécurité. Mais bon, on a déjà beaucoup parlé du contexte et avec un week-end assez chargé, je vous propose d'oublier le résumé du week-end pour passer directement à notre rubrique pilote par pilote, parce que je pense que ce sera un petit peu plus simple de faire comme ça. Les voitures rouges étaient en forme, pas loin de Maximus en qualif, mais au sprint, il y a eu un peu de drama avec Carlos qui a passé Leclerc au départ avant de se refaire passer. 2 stratégies très différentes avec l'Espagnol très agressif et Leclerc un petit peu plus conservateur qui a tout gardé pour la seconde moitié du sprint. En fin du sprint, Carlos avait abîmé son avant droit, mais Leclerc revenait sur Max, n'imaginant pas que ce dernier perdait vraiment du rythme et qu'il n'était pas en train de rouler à l'économie. Verstappen le disait en interview après le sprint, mais on se disait que c'était du baratin, mais il était vraiment en train d'attaquer. Avec le Canada, c'est peut-être l'un des meilleurs week-ends de cette saison de Sainz, mais à l'inverse de Silverstone où il était à la ramasse et il a gagné la course, là il était à tout juste 1 ou 2 dixièmes de Leclerc en rythme de course et il allait assurer un doublé sublime rouge en terre orange, mais sa mécanique en a décidé autrement. Et là je pense que Carlos va très vite devoir assumer une pénalité moteur parce que dans 3 courses, c'est Spa et le retour à Monza peu après, et j'imagine qu'il n'y a rien à sauver sur le moteur qui a brûlé pendant 2 bonnes minutes. Et pour ceux que ça intéresse, je vous joins un lien d'un article sur formulblabla.fr de Tony, directeur de course et commissaire de piste, qui a passé leur intervention au peigne fin et qui nous en a proposé une petite analyse, car comme on s'en doutait en voyant Carlos obligé de rester dans la voiture pour la retenir alors qu'elle était en feu, il y a eu beaucoup de problèmes sur cette intervention. Moins dominant face à son coéquipier qu'habituellement, Leclerc a malgré tout été sublime en course, et ses manœuvres pour dépasser Verstappen n'ont pas laissé l'opportunité à ce dernier de faire semblant de défendre. Je pense notamment à son plongeon au virage 4 qui était magnifique et digne du superbe attaquant qu'il est. Je parlais aussi un peu plus tôt des difficultés que peuvent susciter une pédale d'accélération un peu coincée. Je m'attendais presque à le voir perdre la voiture à tout moment dans les virages lents, et il a eu une super gestion de ce problème, en perdant au final que 3 ou 4 dixièmes au tour, ce qui conclut un week-end où, enfin, tout se passe bien ou presque pour lui depuis l'Australie. On pourrait penser à Miami aussi, qui était un bon week-end, mais c'était ce week-end où Ferrari avait décidé de ne pas tester les pneus durs et où la course a été totalement désastreuse à cause de ça. Ce week-end, en revanche, Ferrari a fait le boulot en s'appliquant à leur stratégie, en ne cherchant pas à copier celle de Verstappen ni à y répondre. Alors est-ce que c'est parce qu'ils se sentaient en pleine confiance et ils se sont dit on craint rien, ou c'est parce qu'ils étaient trop flippés et qu'ils savaient pas quoi faire? On sait pas, mais bon, c'est du positif donc on va leur le donner un petit peu. Après une sublime qualification et un sprint solitaire, mais solide, Maximus était le clair favori pour s'imposer à nouveau sur les terres de Red Bull, mais très rapidement les pneumatiques n'étaient plus en état, il glissait énormément en virage et c'est assez surprenant à mon sens, parce qu'on a l'habitude que ce soit la Red Bull qui gère le mieux ses débuts de course avec le réservoir plein, et que Verstappen soit aussi très bon dans ces conditions, même si on garde des souvenirs assez désastreux de l'Australie justement dans le clan Red Bull. Mais Max a fait ce qu'il a pu, mais il a dû passer la moitié de sa course à gérer son rythme et à se calquer sur le rythme de Hamilton pour se protéger plutôt que d'attaquer les Ferrari. On n'a pas bien pu le comparer au rythme de Pérez qui était à côté tout le week-end, disant qu'il souffrait à s'adapter aux nombreuses améliorations apportées par l'équipe. Petite dédicace à mes amis de la direction de course qui l'ont éliminé de la Q2 des heures après qu'il soit passé en Q3, mais Checo a pu profiter de la qualification de rattrapage du samedi pour prendre quelques points. Bon, sa course était terminée avec un contact contre Norris au départ. Bon, je me disais que Pérez aurait appris de son expérience avec Norris l'an dernier, où il avait fait la même attaque au même moment de la course et ça a fini pareil. C'était pas très sage de sa part d'être si impatient alors qu'il avait
Clairement une voiture pour avoir un top 4 très facile, même s'il le dépassait pas tout de suite. Et comme vous l'aurez compris de ce que je disais plus tôt, pour moi il y a rien, c'est un incident de course. Il y en a un qui est sur sa trajectoire de course dans un virage en descente, et il y a l'autre qui tente de forcer le passage là où il n'y a pas de place en sortie de virage. Donc voilà, c'est la course, c'est comme ça. Et Checo avait déjà l'expérience de cas concret de ce que ça pouvait donner de tenter de dépasser ici à l'extérieur au départ quand il n'y a pas de grosse différence de rythme. On va continuer pour parler de Mercedes avec un troisième podium consécutif pour Lewis avec George juste derrière. Ce résultat ne laisse en rien deviner la catastrophe du vendredi avec un double crash en qualification, double crash qui a révélé l'instabilité du train arrière de la Mercedes avec les dernières améliorations et peut-être même spécifiquement au tracé. Ça reste toujours une grosse question, vraiment ces améliorations Mercedes, mais apparemment on en verra plus en France. Hélas, Lewis n'a pas pu trop profiter de la qualification de rattrapage du samedi où il a été victime d'une collision au départ et où il a subi quelques dégâts. Il a sauvé les meubles en remontant en 8ème place après une âpre lutte contre les Haas, une lutte qui sera répétée le lendemain après qu'il ait commis une erreur au virage 1 et qu'il ait donné sa position à Schumacher. C'est dur pour Mercedes d'avoir eu autant de problèmes ce week-end parce que la voiture semblait vraiment rapide aux qualifications, même si j'ai l'impression quand même que sur les longs relais le dimanche, il y avait un clair manquement de performance face au Ferrari Red Bull encore, mais on se rapproche progressivement. Il a aussi manqué d'avoir une pénalité avec 3 avertissements pour sortie de piste. Quand on l'a prévenu, Hamilton a sauté à la radio pour dire que « Ah, mais tout le monde coupe la piste, enfin tout le monde fait pareil ». Et à la radio, on lui a dit « Bah ouais, mais il y a tout le monde qui se prend des pénalités justement, donc on va y aller doucement ». Et je comprends la frustration des pilotes en un sens, mais sincèrement, je pense qu'à tête reposée, ils vont dire que c'est une bonne chose qu'on ait la définition claire des limites de piste, parce que ces dernières années, c'était toujours très flou. Au moins là, c'est clair, il n'y a pas de zone d'ombre, c'est la même pour tous les virages, et puis c'est les mêmes règles pour tous. Encore une fois, je pense qu'on va s'amuser au Castellet. Pour parler de Russell, rapidement, son sprint, il l'a un petit peu sauvé avec de bons points, il partait 4ème, il finit 4ème. En course, pareil, il part 4ème, il finit 4ème. Et pourtant, on n'oserait pas imaginer qu'il a eu du boulot pour obtenir ce résultat, parce que suite à l'incident avec Perez, où il a subi 5 secondes de pénalité, il a dû repasser au stand pour changer son aileron avant. Sa remontée a été assez propre et efficace, tirant parti de sa machine pour assurer de gros points pour l'équipe, et profitant un petit peu du fait d'avoir des relais où il était un petit peu tout seul pour vraiment tabasser quelques tours de qualif et remonter. Comme chaque week-end chez Alpine, on a tous les problèmes du monde sur une seule des deux voitures. Ce week-end, c'est Ocon qui a eu un week-end clair après une série de week-ends avec des ennuis moteurs en qualification. Il y a eu son abandon aussi à Silverstone la semaine dernière. Là, c'est un 100% de réussite pour lui. Impossible, je pense, de concevoir un meilleur week-end sur les 3 séances compétitives. Il était au top en qualif, au top en sprint et au top en course. Et il était même à un coup de chance près de pouvoir terminer devant Russell si ce dernier avait eu quelques ennuis de plus. Et il est là aussi le dernier pilote à finir dans le tour de tête. Il a eu un tour de décélération assez triste parce que Leclerc était juste derrière lui. Du côté d'Alonso, c'est lui qui a récupéré tous les ennuis ce week-end. Il avait fait une petite erreur en qualification dans sa Q3. Dès le premier tour, il a pris un vibreur jaune où il a endommagé son fond plat. De toute façon, en sprint, il n'est pas parti à cause d'une panne mécanique. C'est dommage, il l'avait bien préparé son sprint. Pour ceux qui ont un peu suivi, en essai libre, il arrêtait pas de rouler sur sa position de départ pour bien la gripper, puisqu'elle était du côté droit de la piste, donc du côté sale, mais ça lui a servi à rien. Et en course, il a mené une bonne remontée depuis le fond de grille avec 2 bons premiers relais en pneus durs, et il a eu pas mal de chance puisque la voiture de sécurité virtuelle lui a offert son second arrêt au stand pour chausser les médiums, mais c'est l'équipe qui a mal rattaché une roue et il a dû repasser au stand et il a réussi à sauver seulement un petit point en remontant très très fort dans les derniers tours en passant Albon et Bottas. Je pense que c'est une très belle perf des 2 pilotes, mais je suis surpris pour le coup que la FIA n'ait pas sanctionné le coup de l'arrêt au stand, et aussi pour Leclerc qui soit pas intervenu sur sa pédale d'accélération, parce que ça relève quand même de questions de sécurité. Mais bon, c'est la FIA, on va pas trop en demander. Chez Haas, meilleur double résultat depuis bien longtemps, avec Schumacher qui poursuit sur sa lancée canadienne avec de bonnes qualifs, un bon sprint et une belle course. J'ai enfin l'impression de retrouver le Schumacher de la F2 qui était redoutablement efficace,
Sa lutte face à Lewis en sprint était, j'ai trouvé, assez belle, et en course aussi, il y avait eu une très bonne défense, très mature de sa part, avec un très bon placement de la monoplace en défense. Donc il prend son meilleur résultat en 6ème position. Magnussen, il a eu un week-end tout aussi bon, je trouve. Ça a été plus difficile pour lui en course à cause d'un problème moteur, mais même en sprint, j'avais quand même l'impression qu'il y avait un petit rien qui manquait en rythme par rapport à Schumacher qui lui mettait la pression. McLaren a aussi sauvé son week-end qui avait mal commencé avec Ricciardo qui était nulle part en Q1 et Norris qui sauvait tout juste la Q2 après avoir raté les essais libres à cause de problèmes de frein, mais en rythme de course, les deux étaient compétitifs, ils ont jamais été très loin l'un de l'autre en sprint et en course aussi, où ils ont lutté ensemble contre les Haas. Il y a Lando qui a passé Magnussen dans les derniers tours et je suis sûr qu'il aurait pu aller taquiner Schumacher sans cette pénalité pour limite de piste qu'il a eu pendant la course. Ricciardo a passé Lando au départ, mais il a fait un plat sur son pneu juste après et il a reperdu la position. Il manque toujours quand même ces 2 dixièmes face à Lando, et encore 2 dixièmes là c'est dans les bons week-ends, sinon à Silverstone c'était presque 7 dixièmes au tour. Mais les deux McLaren ont eu une course assez bagarreuse dans le peloton, c'était pas ennuyant de revoir leur week-end. Les Alfa Romeo avaient de grosses difficultés pour trouver du grip et de la vitesse de pointe, mais Bottas est quand même passé tout près de sauver un petit point en partant des stands, puisqu'il était sûr de partir dernier avec un changement moteur, et puis il a changé son aileron arrière aussi pour essayer de trouver plus de vitesse de pointe. Il a réussi à s'approcher du top 10 pendant le sprint sans vraiment jouer les points, il profitait seulement de la lutte Schumacher-Hamilton pour se rapprocher, et en course il a dû donc partir des stands comme je le disais. Il a décidé de s'arrêter très tôt au 5e tour pour peut-être undercut tout le peloton, ce qui a plutôt bien marché, il faut l'admettre, puisqu'à la fin du premier relais, il était remonté 13e. Alors, je parle à peu près aux alentours du 30e tour quand tout le monde a fait son premier arrêt. Il était 10e en fin de course, il aurait pu gratter un petit point si Alonso avait eu un petit peu plus de poisse. Et du côté de Joe, il a été très discret avec une élimination en Q1. Il a dû partir des stands au sprint parce que il a eu un souci lors du tour de formation. J'avoue que j'ai totalement abandonné l'idée de comprendre ce qui lui était arrivé. J'ai l'impression que c'est parce qu'il est resté trop longtemps en sous-régime et que le anti-stall, l'anti-calage s'est déclenché. Mais de ce que je peux voir des caméras en 244p sur F1 TV, j'ai l'impression qu'il est en première, donc je sais pas si c'est vraiment de sa faute, ou alors si c'est le problème récurrent des Alfa Romeo depuis le début de saison, avec les problèmes d'embrayage. C'est assez bizarre que ce soit déroulé comme ça, mais j'ai rien trouvé à ce sujet, j'ai l'impression que personne en parle, que tout le monde s'en fout, ce qui est assez regrettable, parce que j'ai envie de comprendre. Dans tous les cas, c'était un week-end pas très étincelant, et il fait partie des 4 qui ont subi 5 secondes de pénalité. Albon a confirmé en interview que les améliorations sur la Williams sont plaisantes, mais en piste on voit pas de grande différence, j'ai l'impression, c'est-à-dire toujours au-dessus des attentes. Parce qu'on s'attend quand même à ce que la Williams soit bonne dernière, il finit 12e en qualification, il profite du chaos en sprint pour pointer en 10e place, et en course il a aussi eu un bon départ où il traînait pas loin des points, mais tant en sprint qu'en course il semblait totalement manquer de rythme pour finir mieux, pour conserver sa place. Il sent toujours un petit peu l'odeur des points à 6 tours de la fin, mais c'est Bottas puis Alonso qui lui ont brisé tous ses rêves, bande de méchants. Latifi, c'est difficile à dire parce qu'il n'a toujours pas la même voiture qu'Albon, même si on sait à peu près ce qu'il donne quand il a la même voiture que lui, mais on peut relever que son meilleur tour en qualification, il y a une petite erreur quand même assez conséquente dedans, et pendant le sprint et pendant la course, il était nulle part et invisible. On peut lui trouver une défense pour la course, puisqu'il s'est ramassé tous les débris du clash entre Perez et Russell, ce qui a endommagé son fond plat et qui l'a forcé plus tard à abandonner, puisqu'il y avait plus de rythme du tout. Et cette fois, c'était pas qu'à cause du pilote. Chez les Aston Martin, c'est très compliqué. Stroll, c'est un petit peu comme d'habitude, nulle part en qualification. Il entre dans le top 3, ça y est, il a enfin un record, Lance Stroll. Il entre dans le top 3 des pilotes qui ont le plus d'éliminations en Q1. Il a pris un bon envol, comme à chaque fois, et il a fait ce qu'il fallait pour avoir l'air d'exister dans le peloton, et après il avait plus qu'à espérer qu'il y ait 2-3 abandons en plus pour finir dans les points, mais après 2-3 ou Grand Prix convaincants pour Aston Martin, j'ai l'impression que ce week-end ils sont redevenus une des grosses lanternes rouges. On peut quand même souligner que les pilotes ont très bien géré leur course et leur pneumatique, parce que
Stroll a fait 19 tours en pneus durs de toute la course, donc sur les 71. Sur le reste, eh bien, c'était 2 énormes relais en pneus médium usés, à l'instar de Vettel qui avait plus de rythme que son coéquipier, mais un week-end qui a été totalement désastreux pour lui, avec son temps en Q1 qui a été annulé pour limite de piste et qui lui a valu la 20e place. En sprint, il s'est clashé avec Albon. Étrangement, là, pour le coup, ils ont pas pénalisé Albon, je comprends pas, c'est pas logique. Normalement, Albon aurait dû laisser beaucoup plus de place ou totalement abandonner le virage, si je suis la logique de la FIA, et ça finit comme ça, c'est dommage, parce qu'il était vraiment sur un très très fort week-end britannique. Et pour ce qui est de son incident avec Gasly, pour moi, je reste dans ma vision des attaques à l'extérieur, c'est Vettel qui en paie le prix, mais si le règlement ordonne qu'on donne la position à n'importe qui venant revendiquer la position, ça limite beaucoup trop les défenses autorisées et possibles. Mais bon, je suis peut-être seul dans mon délire, parce que j'ai l'impression que tout le monde tape sur Gasly pour cet incident. Donc j'espère qu'il y a 2-3 personnes qui sont dans ma folie, comme ça je me sentirai moins seul. Et ce qui nous amène logiquement sur AlphaTauri, qui était aussi une des grosses lanternes rouges de ce week-end. AlphaTauri qui désespère avec une voiture pratiquement pas développée. Alors les mauvaises langues diront que l'équipe utilise sa soufflerie à fond, mais qu'ils offrent généreusement leurs résultats de soufflerie à un de leurs concurrents. C'est peut-être Ferrari, je sais pas, leurs usines sont pas très loin. Simple supposition, Tsutsu! Il avait trouvé un bon équilibre il y a quelques semaines, mais là c'est marche arrière après les crashs de Montréal et du Silverstone. Ce week-end, il y avait 0 rythme par rapport à Gasly. Après, comme je le disais, la voiture était pas là, et évidemment c'est toujours plus difficile quand la voiture est très en retard par rapport aux autres. Mais bon, il a fait un week-end assez solitaire. Gasly, il s'en sortait merveilleusement bien avec la 11e place en qualification, qui aurait peut-être pu être mieux si le temps de Pérez avait été annulé au bon moment. Mais au départ, il nous a fait une Russell comme à Silverstone. Là, pour le coup, encore une fois, je comprends pas cette manie que certains ont de se rabattre sur la trajectoire lors des départs, alors qu'il y a une dizaine de pilotes derrière eux et ils savent qu'ils ont plein d'angles morts. Je comprends pas comment ils peuvent changer de trajectoire comme ça. C'est peut-être les jeunes, je sais pas. Je vais essayer de reprendre les mots de Monsieur le Circuit parce que je suis venu le harceler pour lui poser des questions. Je me suis dit, je suis peut-être seul dans mon délire. Il me disait que pour lui, c'est l'attitude des pilotes qui est problématique, qui se laisse moins de place, tout ça. C'est aussi une éventualité qu'on peut envisager. Voilà, je reprends ces mots et comme ça, peut-être que je l'excuserai d'avoir volé mon concept. Alors je vais reprendre un petit peu le concept de Mick, de Formule Blabla. Sachez que plagiat et paria, ça rime, et il y a peut-être une raison. En tout cas, c'est une raison, je la connais pas, donc vous me direz. Enfin bon, je digresse. À partir de là, son sprint était foutu. En course, il a fait à peu près ce qu'il pouvait. Il était pas content de sa stratégie. Il se battait quand même pas très très loin des points. Peut-être qu'avec un peu de réussite, il aurait pu y toucher, mais il a subi 5 secondes de pénalité pour des limites de piste, et il s'est retrouvé tout au fond du paquet après son dernier arrêt, et après il y a eu ce clash avec Vettel, et pour essayer de le rementionner du point de vue de Gasly, cet incident, je l'ai regardé 50 millions de fois, et comme pour Russell, j'arrive pas à comprendre la sanction, pour être honnête. Bon, à ce stade, Gasly a des pneus durs, qu'il est en fin de relais, Vettel avec des pneus médiums. L'entrée de virage de Gasly est compromise parce qu'il a reculé son point de freinage, il freine un peu avant les 100 mètres, mais aussi il a dû renoncer au point de corde à l'extérieur parce qu'il y a Vettel qui venait de s'y immiscer, donc il a pas pu prendre le bon point de corde, et avec trop de vitesse à l'intérieur du virage, dans ce virage 4 autrichien, c'est très difficile. Pour moi, la seule chose qu'il y avait à faire pour Gasly pour éviter une pénalité, c'était que dès l'instant que Vettel est roue contre roue à l'entrée du virage, c'est de totalement ralentir et de laisser Vettel passer, tu vois. Je vois difficilement une autre alternative pour lui. Et évidemment, dans cette émission, mon but, c'est d'essayer de simplifier la lecture de course pour ceux que ça intéresse, ceux qui ont envie de comprendre un petit peu. Et dans cette émission, bien évidemment que mon but, c'est d'essayer de transmettre les points importants d'un week-end de chaque pilote pour aider ceux qui sont intéressés à mieux comprendre comment sont passées les courses de chaque pilote, pour essayer d'apprécier le sport avec
un recul aussi impartial que possible, c'est cool, il y a le pit stop, il y a le circuit, il y a l'œil du paddock, tout ça qui essaye d'être très complet dans leur petit débrief de Grand Prix, ça donne plusieurs versions de chaque analyse et puis c'est très bien pour essayer de discuter aussi constructivement que possible et de pas finir dans un esprit twitterien, si vous me permettez l'expression. Mais j'ai besoin de m'exprimer sur des problèmes comme ceux-là qui sont totalement abstraits peut-être parce que il y a pas vraiment de juste ou de faux et j'ai l'impression d'être un peu seul dans mon délire. Donc j'essaye de le dire le plus haut possible, comme ça peut-être on va me convaincre ou peut-être que au contraire je vais découvrir que je suis pas trop le seul. Mais pour moi la Formule 1, au-delà de la vitesse, de la précision technique, de toutes ces merveilleuses choses, ce sont des pilotes qui se battent en piste et c'est merveilleux, on le revoit beaucoup cette année grâce à la nouvelle réglementation, grâce aux nouveaux pneus 18 pouces et bien évidemment que je suis exaspéré quand on a des Bottas, des Sainz qui sont des pilotes un petit peu mous quand il faut aller passer un pilote, que j'ai lancé ma marque de t-shirt Let's Them se foutre sur la gueule parce que c'est ce qu'on aime voir. Mais quand il y a du Perez à Silverstone qui commence à jouer hors de la piste, quand on a du Verstappen qui fait un peu du chantage au crash, et qu'on a des pilotes qui se font sanctionner d'une manière totalement débile à mon sens, j'ai l'impression que toute cette partie du sport a perdu toute logique. Tout incident en piste ne mérite pas forcément d'avoir un coupable. Tout incident en piste ne mérite pas forcément d'avoir quelqu'un qui va se prendre 5 secondes. Quand un pilote va tenter de plonger à l'intérieur, bloquer ses roues et rentrer dans l'autre, eh ben c'est la course, ça arrive, c'est pas de la faute de l'autre, mais c'est comme ça que ça se passe. Et peut-être, oui, on peut justifier à ce moment-là d'avoir peut-être 5 secondes de pénalité, ou encore mieux pour moi de juste lui mettre des points sur son permis, et on donne un vrai sens à ce permis plutôt que de mettre un point sur le permis parce que t'as roulé hors de la piste. C'est totalement débile, ça n'a aucun sens. J'espère qu'un jour un pilote se fera disqualifier d'une course parce qu'il sera trop sorti de la piste uniquement et pas parce qu'il aura été débile avec les autres. Ces dernières années, on a eu des Vettel, Hamilton, Norris qui sont pas passés loin de la disqualification pour une course, alors que la plupart de leurs infractions, c'est des trucs débiles de procédure dans le parc fermé, de sortie de piste ou je sais pas quoi. Et je veux que ce comité de commissaires sportifs qui juge les actions en piste, qui juge les sanctions, eh bien ce soit un comité qui soit présidé par des pilotes de course qui savent un minimum de quoi ils parlent. On en a des fois, c'est pas le souci, mais qui se mettent tous d'accord sur ce qui est acceptable ou pas. Et pour moi, un pilote a tout à fait le droit de défendre sa ligne de course et il n'a pas à compromettre son virage pour laisser la place à quelqu'un qui veut s'immiscer de force dessus. Peut-être qu'avec des années au DRS, on a oublié que faire un dépassement, c'est un vrai travail, que c'est quelque chose de particulier qui demande des compétences, mais aussi qui comporte des risques et que parfois, pour faire un dépassement, il faut risquer de se mettre dehors, tout simplement, et c'est ce que Vettel a fait. Et je ne lui poserai pas le blâme, c'est ce que Perez a fait, c'est pas malin, mais ça, voilà, c'est ça la course automobile, et pourquoi on va sanctionner celui qui au final ne fait que rester à sa place sur la ligne de course. Par contre, oui, évidemment, on va sanctionner Tsunoda quand il va te foutre Alonso dehors. Là, c'est totalement stupide. Mais dans mon agacement FIA et contre les pilotes qui savent plus se battre, parce que la marge de tolérance change toutes les semaines, l'ensemble du week-end était sportivement intense, avec des pilotes qui, encore une fois, font la différence, et une fois n'est pas coutume, sur un vrai circuit de Formule 1. Coucou Miami. Donc, bravo 2022 pour tes voitures et pour tes pneumatiques, parce que les luttes à 5, c'est merveilleux. Merci Twitter pour ton pouce bleu, ton écoute si attentive, merci Spielberg, merci à vous et à vous les studios, bisous.